Bonjour et bienvenue à cette session au sujet de KDWrite et de sa migration vers KDWrite Pro. Donc je m'appelle Roland Lanuzel et je travaille pour la société 4D depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis product owner et je m'occupe principalement actuellement de KDWrite Pro. Donc cette session et ces slides ont été réalisés par Monsieur Achim Peschke qui est directeur technique des services à KD Allemagne. Donc on va parler de migration. Alors qu'est-ce qu'on va dire au sujet de la migration? Déjà, avant de parler de nouvelles fonctionnalités de KDWrite Pro, et il y en a beaucoup, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte quand même que les anciennes fonctionnalités que vous utilisiez avec KDWrite continuent de fonctionner, et ce, si possible, avec un minimum de changements. Parce que pour telle ou telle raison, il y a beaucoup de développeurs encore qui n'ont pas commencé à migrer, qui n'ont pas eu le temps, ils ont trouvé que c'était trop compliqué, ou tout simplement ils ne savaient pas par quel morceau commencer. Alors, il y a déjà eu une session concernant la migration lors du dernier summit. Sauf qu'à l'époque, on était en 4D V16, et puis on est vraiment passé en 17, puis en 18. R3 est déjà sorti. Et cette version comporte des nouvelles fonctionnalités comme les tableaux et ainsi de suite. Mais la migration a aussi été améliorée dans cette version. Donc la première chose à faire, c'est d'être familiarisé avec le nouveau concept de KDWrite Pro. Donc on va en parler, et c'est de cette façon que vous comprendrez mieux KDWrite Pro et que vous pourrez mieux appréhender la migration de KDWrite vers KDWrite Pro. Donc on va parler de stratégie de conversion, de substitution de police de caractère, d'images en arrière-plan, également des régions de clipping, je ne sais pas comment ça se traduit en français, de rognage peut-être, de modèles qui vont utiliser les bookmarks, donc ça c'est nouveau à KDWrite Pro, c'est une nouvelle façon de faire des modèles. Et on va également parler de ce qu'on appelait autrefois des off-screen areas, qui n'ont plus d'utilité dans KDWrite Pro, et comment faire pour créer des documents à partir de rien. Donc il y aurait eu d'autres sujets bien sûr à évoquer, mais le temps est limité, donc on va essayer de tirer le maximum du temps imparti. Donc voilà une première démonstration pour une petite conversion d'un document relativement simple. Dans ce formulaire, ici, nous avons une zone KDWrite Pro. Donc la première chose, c'est qu'on va charger à côté une zone KDWrite 32 bits. Alors, évidemment, ça ne marche pas parce qu'on n'est plus en 32 bits, on est en 64 bits et on est sous Catalina. Donc je ne peux absolument pas charger une zone KDWrite. Donc je vais être obligé de passer directement à la conversion d'un document KDWrite sans avoir de zone KDWrite à côté. KDWrite Pro, un document KDWrite vers un KDWrite Pro, ça se convertit comment? C'est très simple. En fait, ici, j'ai un blob de type qui contient un document KDWrite, donc c'est du binaire, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais malgré tout, on peut faire un WP-Nup à partir de ça, et on va récupérer un objet. Et donc ici dans W2, j'ai bien un document Write Pro. Et ce document KDWrite Pro, ici, il est affiché à l'intérieur de cette zone-là, qui est donc W2. Donc l'intérêt de ce document, c'est que on voit qu'il contient des références et des valeurs. Donc si j'affiche les références, je vois current date et je vois return address. Donc current date, je me doute bien de ce que c'est la date du jour. Et return address, c'est une méthode 4D qui va renvoyer quelque chose. Maintenant, si je montre les valeurs c'est bien la date du jour, et ici c'est bien l'adresse qui est renvoyée par la méthode 4D qui est appelée qui était appelée par KDWrite et qui maintenant est appelée par KDWrite Pro. Il y a bien dans mon document un en-tête et un pied. Donc voilà, a priori il est converti comme il faut. Alors pour les comparer, on a un document, ici un onglet 32 bits qui permet d'avoir KDWrite à côté de KDWrite Pro. Alors c'est pas vrai évidemment, c'est toujours des copies d'écran, c'est toujours de l'humour de Achim. Donc ici on a donc la copie d'écran de ce qui a été fait avec KDWrite Pro et ce qu'on avait dans KDWrite. Donc on voit que c'est vraiment sensiblement identique, quasiment au pixel près, on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Donc on a constaté que c'était relativement aisé et le résultat est vraiment très proche, voire exactement identique à l'original, une fois converti. Pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que
déjà, on a fait le mieux possible pour bien programmer, mais aussi on a eu beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de vieux documents Caderite Pro qui venaient du monde entier et qui nous sont parvenus et qui nous ont permis d'améliorer au fur et à mesure des versions la conversion. Donc forcément on a eu des erreurs de conversion, on les a corrigées, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, maintenant, tous ces documents qui contenaient plein de choses, des photos, des références, peu importe, on les maîtrise et on les convertit de mieux en mieux. Donc en général, il y a deux types de documents Caderite Pro. Le plus répandu, ce sont les modèles. C'est-à-dire que la plupart des gens qui travaillent avec Caderite, on n'en est pas encore à Caderite Pro, travaillent avec des modèles. Et ces modèles, ben, ça peut être des modèles de facture, des modèles d'invitation, d'offres en tout genre. Et ils sont nécessaires pour votre travail quotidien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en général, les modèles, il n'y en a pas des milliers. Il y en a quelques-uns, quelques dizaines, voire une centaine au maximum, mais le nombre de modèles est relativement limité. Donc la première chose à faire, et la bonne stratégie, c'est de convertir les modèles. Une fois que vous aurez fait ça, en principe, vous aurez fait déjà une grosse partie du travail. Alors si vous avez des ennuis dans vos modèles, eh ben, commencez par les fixer. Alors soit en appelant le support technique, en lisant la documentation, en lisant les forums, etc. Parce que vous pouvez vous dire qu'il y a déjà beaucoup de gens, malgré tout, qui ont déjà fait des conversions, qui ont peut-être eu les mêmes problèmes que vous et qui pourront vous aider à les résoudre. Donc dans les templates, en général, qu'est-ce qu'on a? Dans un modèle, on a du texte, des images, éventuellement des références dynamiques, donc soit à des champs ou des variables 4D ou à des méthodes qui sont exécutées par l'intermédiaire de Caderite. Donc comme vous l'avez vu dans la petite démonstration qu'on a faite tout à l'heure, ça se passe plutôt bien au niveau des conversions des documents Caderite. Donc on va faire une autre démonstration qui montre quelles commandes 4D, donc je ne parle pas encore de commandes Caderite Pro, mais de commandes 4D peuvent être utilisées avec Caderite. Mais avant de passer à cette démo, je voudrais vraiment insister sur quelque chose. Si vous avez l'habitude de programmer avec Caderite, vous avez l'habitude de passer sûrement des pointeurs, soit vers des documents Caderite qui sont stockés dans des images, en utilisant des pointeurs. Donc quand on utilise Caderite Pro, on n'utilisera plus de pointeurs, on va utiliser des objets. Donc on y reviendra plus tard. Et il ne faut pas utiliser de pointeur sur les objets, ça n'a tout simplement pas de sens. On peut directement passer n'importe quel objet à n'importe quelle méthode. En fait, un objet, c'est juste une référence à une zone mémoire qui contient des informations. Voilà, je voulais faire cette parenthèse parce que souvent je vois ça dans les forums, des gens qui passent des pointeurs sur des objets, en général, hein, pas forcément des objets Caderite Pro, mais donc c'est une très mauvaise pratique, c'est surtout, enfin c'est pas mauvais, mais c'est totalement inutile. Donc dans cette démo, on va créer à partir de rien un document Caderite Pro en utilisant des documents de type ST ou des documents 4D ou des commandes 4D, etc. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, on va créer un nouveau document avec la commande WPNU. Donc là, il est parti d'une source HTML, mais c'est un petit peu étrange comme code, peu importe. Moi, j'aurais mis simplement du texte à l'intérieur. Et on va définir des attributs. Donc on va définir que du début à la fin du texte, eh bien, on va utiliser de l'outil d'agrandé.ui. On va utiliser du bold, on va utiliser la taille 24 et on va utiliser la couleur D8.1E05. Moi j'aurais préféré D8.1E06, mais chacun ses goûts. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va définir un certain nombre une autre police de caractère et une autre couleur. Et puis il va insérer des expressions, et puis il va insérer des breaks, et d'autres expressions, d'autres breaks, etc. Et au final, on va obtenir cela. Donc les autres couleurs, c'est ça, hein, c'est du bleu. Ensuite, il a inséré un lien, il a inséré du texte vert. Enfin, donc on peut absolument tout faire par programmation. Donc ça, c'est avec les commandes ST, donc, qui étaient destinées à l'origine pour le texte stylé, mais qui peuvent également être utilisées avec Caderite Pro. Donc pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? C'est parce que tout simplement, si vous n'avez pas la chance d'utiliser la dernière version de Caderite Pro, enfin, ou de 4D tout court, vous n'aurez pas forcément toutes les commandes qui vous permettent d'insérer du texte, d'insérer des expressions qui seront en natif dans Caderite Pro. Donc vous serez peut-être obligé d'utiliser les commandes de type ST. L'autre exemple, par exemple, c'est cet alignment, ici, qui utilise directement
une commande 4D qui object set horizontal alignment, qui peut s'appliquer aussi à une zone 4D Write Pro, mais qui aurait son équivalent avec 4D Write. Donc je peux prendre une partie comme ça, cet alignment. Voilà, donc ça s'applique vraiment à la partie sélectionnée dans le texte. Ensuite, il y a le spell checker, c'est-à-dire que si vous appelez le spell check, donc si je mets n'importe quoi ici que j'appelle le spell check va voir que ce mot-là n'existe pas. Donc ça, c'est une commande qui ne prend pas d'argument, hein. C'est pas une commande qui a des règles pro, c'est juste une commande. Pardon, je n'ai pas tracé le bon. Process, spell check, voilà, donc ça utilise uniquement la commande spell checking. Voilà, qui ouvre ce dialogue-là et qui permet d'apprendre, d'ignorer les mots, etc. Ensuite, on peut également faire une recherche, parce que la commande, on n'a pas de recherche dans KDE Write Pro pour le moment, ni de remplacer, donc on peut quand même le faire d'une façon un petit peu détournée, avec un petit peu de code, un tout petit peu. Donc le principe, c'est de récupérer le texte plein qui est contenu dans la zone, de faire une recherche, et d'utiliser la commande highlight text, qui est aussi une commande de KDE, qui peut aussi s'appliquer à KDE Write Pro. On donne le début et la fin à surligner. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est si vous n'avez pas toutes les versions récentes de KDE, vous pouvez utiliser des commandes anciennes qui marchent très bien avec KDE Write Pro. Voilà, donc je reviens sur les slides. Et on va parler des documents existants. Ces documents très anciens peuvent avoir été créés il y a dans les années 80, hier, ou bien 35 ans, il y a 35 ans de ça. Donc ceux qui ont été créés hier ont beaucoup plus de chances d'être convertis correctement. Et tant mieux, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec les documents qui sont vraiment anciens? Donc en principe, un document, s'il est bien concerné, il ne change pas, et puis il pourra être ouvert ultérieurement. Mais il est possible, par exemple, qu'ils contiennent des images qui peuvent être sur des formats qui sont plus supportés aujourd'hui. Je pense notamment au PICT. Ça fait déjà quelques versions que 4D ne supporte plus le format PICT. Donc si vos documents KDE Write contiennent des PICT, eh bien, il faut absolument les convertir. Et ça, vous pouvez le faire qu'à partir de KDE Write. C'est pas KDE Write Pro qui le fera à votre place. Ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention, sinon vous les perdrez. Donc après, des images contenues dans les documents, nous allons parler des documents stockés dans des images. Donc il ne faut pas confondre, ça peut être la même chose, ça peut sembler être identique, mais on ne parle pas du même sujet. Là, maintenant, on parle des documents KDE Write qui, à l'origine, vous n'aviez pas le choix. Si vous aviez commencé à travailler avec KDE Write il y a plus de 20 ans de ça, les champs de type blob n'existaient pas, il n'y avait que des champs de type image. Donc, on avait préconisé à l'époque de stocker les documents KDE Write dans des images, simplement parce que c'était le seul type de champ de la base de données qui était susceptible de contenir des objets de grande taille en termes de volume. Donc, par la suite, les blobs sont arrivés et on a conseillé plutôt d'utiliser les blobs que les images pour stocker les documents KDE Write. Ils étaient stockés de la même façon, mais dans des blobs. À peu près de la même façon. Donc si vos documents sont stockés dans des champs de type image, vous avez deux options. Il n'y en a pas une bonne, une mauvaise, mais on va quand même vous expliquer les deux, de façon à ce que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Donc la première option, c'est vous êtes obligé d'utiliser une version 32 bits de KDE, donc ça va jusqu'à la 17R4. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de créer des champs de blob autant que vous avez de champs images. C'est-à-dire qu'à chaque table qui contient un document KDE Write qui est stocké dans une image, vous devez créer un champ blob pour créer cette image. Donc ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre document dans l'image avec KDE Write, et toujours avec KDE Write, la restocker dans le champ de type blob. Donc ça a un avantage, ça c'est que lorsque vous faites ça, vous ferez ça avec une version récente de KDE, vous avez la certitude que votre document KDE Write sera stocké avec la dernière version possible du document KDE Write. Il y a plusieurs versions du document KDE Write, on en reparlera un petit peu plus tard. L'inconvénient, c'est que il faut créer un champ de type blob dans votre base de données. Donc la taille du data va augmenter en conséquence, forcément, temporairement. Et puis surtout, vous serez obligé d'arrêter tout, de repasser en mode structure, de créer votre champ, etc. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre ça en compte. Ça peut prendre un certain temps aussi en fonction de la quantité de documents que vous avez à convertir.
Donc, et après, une fois que vous aurez des blobs, KDWrite Pro saura s'en servir. L'autre option, elle est assez différente. C'est un des salariés chez 4D a créé un composant qui peut être mis dans la base de données ou à côté de la base de données, qui lui peut lire une image et la convertir en blob, et un blob qui est compatible avec KDWrite Pro. C'est-à-dire que là, vous lisez votre image avec ce composant, il vous renvoie un blob, et vous pouvez utiliser les commandes KDWrite Pro avec ce blob pour l'ouvrir. Et créer donc un document KDWrite Pro directement, presque directement, à partir de cette image. Donc, il y a quelques avantages. Il n'y a plus besoin de créer un champ de type blob à côté de votre champ image. Vous pouvez utiliser ce composant directement en 64 bits. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser KDWrite pour faire ça. Vous pouvez très bien avoir une version qui ne marche que en 64 bits, ça fonctionne. Il y a un inconvénient, c'est l'avantage qu'on avait tout à l'heure. L'inconvénient correspond à l'avantage qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude que votre image contient un document récent de KDWrite Pro. Il aurait été enregistré peut-être avec une version ancienne de KDWrite, et du coup, KDWrite Pro pourrait ne pas réussir à l'ouvrir. Donc ça, il faut être conscient de ça aussi. Donc, sachant cela et cela, vous avez toutes les informations pour choisir le type de conversion que vous souhaitez faire. Donc, on va parler également maintenant, une fois qu'on a parlé des images anciennes, qu'il faut absolument convertir dans un format plus moderne, on va parler des polices de caractère qui peuvent être anciennes et plus supportées par le système. Donc si une police n'est plus compatible avec votre système et qu'elle était utilisée avec un document KDWrite, il n'y a pas de magie, hein. KDWrite Pro ne pourra pas l'utiliser davantage. KDWrite Pro repose sur le système. Si le système n'est pas capable d'exploiter telle ou telle police, KDWrite Pro ne pourra pas non plus. Donc il faut savoir que donc, les polices seront substituées et pourront éventuellement avoir un aspect différent. Donc c'est peut-être un mal, mais dans ce cas précis, si les polices ne sont plus supportées par le système, il n'y a pas d'autre façon. Mais on va y revenir. En ce qui concerne les documents trop anciens, il y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Donc est-ce que ces documents qui ont 20, 25 ans, est-ce qu'ils sont encore utiles? Bon, c'est pas évident. Il faut penser vraiment au temps que ça va prendre pour les convertir. Donc le temps, c'est de l'argent, il va falloir avoir plusieurs personnes qui vont travailler dessus éventuellement. Qui c'est qui va payer? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre client? Donc il faut prendre en compte deux choses. Est-ce qu'ils sont importants? C'est possible hein, que les documents de 25 ans soient importants, mais est-ce que c'est la forme du document qui est important? Ou est-ce que c'est le contenu? Ça peut se discuter aussi. Si c'est un contrat, par exemple, eh ben, ce qui est important, c'est le contenu. Si c'est une facture, ben, c'est toutes les lignes facture avec les montants. Par contre, s'il y a des images, des produits qui ont 25 ans, les images sont peut-être plus si importantes que ça. Donc il faut négocier, hein, je pense, ce genre de choses. Il faut en discuter avec vos clients, savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement. Par exemple, on pourrait dire, ben voilà, tous les documents qui ont moins de 2 ans, on s'engage à vous les restituer quasiment à l'identique. Par contre, ceux qui ont entre 2 et 5 ans, eh ben, on va les restituer, mais on restituera le fond, pas forcément la forme. Et puis tous ceux qui ont plus de 10 ans, ben, on les supprime, on ne les convertit pas. Donc il faut vraiment penser à tout ce genre de choses, c'est assez important. Donc dernière chose aussi qu'il faut vraiment être conscient, donc je parlais de version de documents KDWrite un peu plus tôt. Si vous avez des formats, soit sur disque en .kw6, ça c'est évident, vous le verrez, l'extension c'est .kw6, il faut vraiment les convertir en KW7, et ça c'est que KDWrite qui peut le faire, c'est pas KDWrite Pro. Et par contre, ils sont stockés dans des images, là vous ne le voyez pas vraiment. La seule façon de faire, c'est vraiment de les stocker, enfin de les reprendre et de les réenregistrer, même si c'est dans des blobs. Hein. Je pense que la première version de KDWrite qui utilisait des blobs devait stocker les images en 4W6, enfin en version 6. Donc il vaut mieux les reprendre et les restocker dans les blobs. C'est une petite passe de lecture, écriture, avant de faire la conversion. Donc l'autre sujet qui est intéressant, c'est vraiment les substitutions de polices de caractère. Donc bon, si les polices sont plus supportées par le système, ça, il n'y a pas de magie, elles seront substituées, c'est obligatoire. Par contre, quelque chose qui peut être intéressant de comprendre et de savoir, c'est que KDWrite Pro va essayer de les remplacer par une police à peu près équivalente,
Mais si la police est simplement pas présente sur le poste au moment où la conversion se fait, c'est un petit peu dommage de la perdre. Mais avant de parler de ça, on va y revenir. On va voir exactement comment ça se passait avec AD-Write et comment ça se passe avec AD-Write Pro. Donc voilà à quoi ressemblait un des menus de police de AD-Write. Donc il y avait les polices de caractère à l'époque étaient définies simplement avec leur nom, Arial, et elles étaient dessinées d'une seule façon. Et vous aviez la certitude, quelle que soit la police, de pouvoir les mettre en gras ou en italique. Donc ça, c'était fait avec des boutons de style, gras, italique. C'était dessiné par QuickDraw ou quelque chose d'équivalent sur Windows. Donc comment est-ce que les fontes aujourd'hui fonctionnent? Bien aujourd'hui, on ne parle plus de police, mais de famille de police. Et on voit que pour chaque police, eh bien, il y a un certain nombre de variantes possibles. Donc ça peut être du narrow, du cursif, l'oblique, qui est différent de l'italique, du black, de l'ultra black, du condensed, etc. Il y a plusieurs variantes possibles par police. Mais il y a également des polices qui n'en ont plus de variantes. Je pense à Geneva, qui n'a que du régular. Voilà. Le Geneva italique n'existe pas. Donc si dans vos anciens documents, vous aviez du Geneva en italique, ben, AD-Write Pro ne pourra pas l'inventer, ça n'existe pas. Donc il ne pourra pas le rendre non plus. Donc comment est-ce qu'on va faire pour convertir tout ça? Eh bien, il va falloir choisir une police de substitution. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a une véritable stratégie de conversion de police et d'utilisation d'une police de substitution. Alors, comment ça fonctionne? Ça date depuis la version 17R5. On a la possibilité de définir quelle est la police qui va être substituée à une police qui est manquante. Avant la 17R5, si la police était manquante, elle était remplacée par du Times New Roman. Aujourd'hui, elle sera simplement affichée en Times New Roman si la police est manquante, mais la police d'origine sera conservée. C'est une bonne chose parce que lorsque vous faites votre conversion, votre client a pu vous confier ses données, il avait pu avoir plein de polices différentes sur son poste que vous n'avez pas forcément sur votre machine. Donc lors de la conversion, AD-Write Pro va se souvenir que la police qui était utilisée était telle ou telle police, et lui va mettre du Times New Roman à la place, temporairement. Lorsque le client retrouvera ses documents, il retrouvera sa police de substitution. L'avantage aussi, c'est que ces polices de substitution, donc voilà quelques exemples de ce qui se passait avant, lorsqu'une police était manquante. Si on regarde un peu à l'intérieur du document, lorsqu'on fait un export HTML, on voit qu'il y a une police qui a été remplacée par une autre. Voilà, aujourd'hui, on crée une feuille de style avec qui dit voilà, la fonte normale c'était ça, je l'ai pas, je mets du Times New Roman à la place. Mais ça peut être encore un peu plus subtil que ça, c'est qu'on peut définir quelle est la police qui va être utilisée en substitution lorsque une police est manquante. Donc on peut dire voilà, je veux de l'Arial si jamais la police Palatino n'est pas disponible. Et en fait, c'est une collection, c'est-à-dire qu'on peut définir on peut définir toute une série de polices qui seront utilisées prioritairement, soit de l'Arial, soit de l'Helvetica, soit du Palatino, si jamais telle ou telle police n'est pas utilisée. Et puis on peut aller encore un petit peu au-delà, c'est-à-dire qu'on peut définir aussi une police par défaut pour telle ou telle plateforme. Là, j'ai un objet $o.mac qui contient également une collection, et sur Mac particulièrement, on utilisera de l'Helvetica, du Morocco Regular et de l'Arial Black si jamais la police du document est manquante. Voilà, donc ensuite, si jamais vous voulez revenir à la police de substitution par défaut, vous faites simplement un WP reset attribute de cet attribut-là. Donc l'avantage aussi, c'est que ça peut être fait a posteriori, c'est-à-dire que la police de substitution peut être définie après la conversion, c'est pas du tout lié à la conversion. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet qui sont les images de fond. Alors, les images de fond, c'est complètement nouveau dans AD-Write Pro. Dans AD-Write, on pouvait avoir également des images en arrière-plan du texte, mais c'était uniquement des images en arrière-plan, c'était pas vraiment des images de fond. Aujourd'hui,
n'importe quel type d'élément de CAD Pro peut avoir une image de fond, que ce soit un document, le document au complet, mais ça peut être aussi un paragraphe, voire une image, qui peut avoir une image de fond. Donc ça a plusieurs avantages, c'est que si vous deviez par exemple les déplacer ou les agrandir, des choses comme ça, vous deviez les retrouver, vos images, et puis programmer pour les redimensionner. Aujourd'hui, tout simplement, eh bien, vous définissez une image d'arrière-plan à votre document, par exemple. Vous lui fixez un certain nombre d'attributs. Où est-ce qu'elle doit s'afficher? À quel endroit dans le document? Quelle est l'origine de l'image? Quel est son taux d'agrandissement? Est-ce qu'elle va occuper toute la largeur, toute la hauteur? Est-ce qu'elle va être 100% en hauteur et 100% en hauteur, en largeur et en hauteur, pardon? Ou est-ce qu'on va lui donner 100% en largeur et la hauteur va se débrouiller, etc. Donc vous fixez un certain nombre d'attributs et après vous n'avez plus à vous en occuper. Maintenant on va parler des images en arrière-plan. Donc ici je vais créer un document qui va contenir des images en arrière-plan. Donc en fait il y a eu un certain nombre de choses qui ont été créées dans ce document. Et ici j'insère une image, donc ça c'est bien une image, en arrière-plan de mon document. Et je donne quelques attributs, comme à quel endroit est-ce qu'elle va être clippée, c'est-à-dire qu'elle va être coupée à quel endroit. Content box, c'est vraiment la zone où le texte est vraiment écrit. Et quelle est son origine? C'est également le texte, l'endroit où le texte est écrit. Parce que cette image ne sera absolument pas tronquée. Dans les deux cas, on verra son coin supérieur gauche. On dit qu'elle fait 100% de la largeur. La hauteur est automatiquement automatique par rapport à la largeur, c'est-à-dire qu'elle restera proportionnelle. Et ça sera automatiquement une image qui sera répétée. Si vous voulez qu'elle ne le soit pas, il faut le préciser. Voilà, donc là, mon image, vous voyez qu'elle est... J'ai inséré qu'une seule image, mais en fait, j'en vois deux. Si jamais je crée... Si je fais une insertion, par exemple, de page, je vois que mon image est répétée sur la page suivante. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que si jamais je réduis, par exemple, les marges de mon document, je vois que mon image, comme elle faisait 100% de la largeur, de la zone de texte, et bien automatiquement, elle est réduite. Et elle est répétée un nombre de fois plus important. Donc vous n'avez plus à vous soucier de programmation ni quoi que ce soit. CAD Pro va le faire pour vous. Ça c'est quand même très très pratique. Vous pouvez bien sûr avoir aussi des vraies images en arrière-plan si vous ne voulez pas que votre image soit répétée. Vous pouvez soit la paramétrer pour qu'elle ne le soit pas. Il y a également une sorte d'image en arrière-plan, mais c'est un autre sujet. Donc les images, comme je vous le disais, peuvent être placées à peu près où on veut. Donc elles peuvent être placées vraiment tout en haut de la page du document, voire sans marge, si vous avez l'option de générer des PDF ou ce genre de choses. Elle peut être placée au niveau des marges, intérieures ou extérieures, ou vraiment démarrer également au niveau du contenu. Le contenu, c'est vraiment l'endroit où le texte commence à être dessiné, indépendamment des marges intérieures et extérieures. Voilà. Donc on va parler maintenant d'un sujet qui intéresse, je pense, tout le monde, et beaucoup de gens utilisent des modèles pour créer leurs documents. Donc ça va vraiment être une nouvelle façon de travailler avec CAD Pro, c'est-à-dire qu'on va utiliser une autre façon de travailler. Parce que, habituellement, ce que vous aviez, je pense, c'est des documents qui étaient stockés dans des champs de type blob, et vous alliez chercher tel ou tel enregistrement pour créer telle ou telle partie de vos textes. Ou au pire, même les templates pouvaient être stockés dans des documents extérieurs. Aujourd'hui, on va travailler avec des bookmarks. Donc les bookmarks ou des signets en français, qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de texte, on va dire, des morceaux de documents qui sont dynamiques. C'est-à-dire que si jamais vous rajoutez quelque chose à l'intérieur de votre bookmark, de votre signet, il va s'agrandir automatiquement. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient essentiellement la position, alors de caractère au sens large, c'est-à-dire c'est un point de départ et un point d'arrivée, et ça peut contenir du texte, des images en ligne, des tableaux, ce que vous voulez. Par contre, il n'y a pas de formatage dans les bookmarks, c'est complètement indépendant du formatage. Ça va en gros de la position A à la position B. Donc voilà par exemple un texte qui contient des bookmarks. Alors ça c'est Arim qui aime bien beaucoup montrer ce genre de... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? Là on voit que si on convertit ça en HTML, on voit une collection de bookmarks qui contient un bookmark qui s'appelle géographie, qui commence en 139, qui finit en 622, une autre qui correspond à une région qui commence à 623, qui finit en 1574, etc. Une autre qui commence à 720, qui va jusqu'à 901. Donc il y a un certain nombre de régions qui sont définies à l'intérieur de ces bookmarks. Voilà. Donc pour créer des bookmarks, mais il y a, en fait, pour
manipuler les bookmarks, il y a 4 commandes qui sont très simples. On crée un bookmark à partir d'un range. Donc un range, on reviendra aussi sur ce que c'est quelque chose, c'est une zone à l'intérieur d'un texte qui a aussi un début et une fin. Et un bookmark, là, ça a un avantage, c'est que ça a un nom. C'est-à-dire que vous pouvez donner un nom à votre bookmark. Bon, c'est pas un concept qu'on a inventé, hein, ça existe aussi dans Word ou dans d'autres traitements de texte. Donc une fois qu'on a créé un ou plusieurs bookmarks, on peut les récupérer sous forme de liste, enfin dans un tableau. Ensuite, on peut créer un range à partir d'un bookmark dont on connaît le nom. Et lorsque les bookmarks ne sont plus utiles, on peut éventuellement aussi les supprimer. Voilà, donc on va repasser sur une nouvelle démonstration qui montre comment utiliser ces bookmarks. Donc maintenant, on va parler des templates et de la façon dont on peut programmer aujourd'hui. Ça c'est nouveau dans le cas des Ride Pro. Plutôt que d'avoir plusieurs documents qui, mis bout à bout, vous permettront de faire un document final, eh bien, on va plutôt utiliser des bookmarks à l'intérieur d'un seul document. On va prendre des parties de ce document-là pour construire un document final. Donc je vais faire, la première chose que je vais charger un document qui contient des bookmarks. Donc ça saute pas aux yeux qui contient des bookmarks, hein, c'est pas écrit sur son nez. Par contre, il y a une commande ici qui s'appelle wp-get-bookmarks qui vous renvoie la liste des bookmarks qui sont à l'intérieur de ce texte-là. Et si je clique sur les bookmarks, automatiquement, les bookmarks, enfin c'est pas automatiquement, les bookmarks sont sélectionnés. Alors, quand je dis c'est pas automatiquement, non, il y a un petit peu de code derrière, on va regarder comment c'est fait. Donc à partir d'un élément de mon tableau, voilà, ici j'avais mon tableau ici que j'avais sélectionné. Donc j'ai le bookmark qui s'appelle région, je crée un range qui est donc une zone de KDE Pro toujours avec son début et sa fin, donc qui va de 624 à 1575, qui est de type 0, donc c'est un range de type texte ou caractère, et dont le propriétaire est un Ride Pro document. Donc c'est toujours les 4 attributs d'un range. Et j'ai une commande qui s'appelle wp-select, donc dans mon document KDE Pro, je sélectionne le range en question. Voilà. Donc il y a 2 lignes de code derrière pour sélectionner le range qui est cliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces ranges-là, on va pouvoir dire, ben, moi je veux construire un document à côté. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple le range Northwest et je vais le mettre au début de mon document, ici, mon document de droite. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On crée de la même façon, donc on crée un range à partir du bookmark en question, comme on a vu tout à l'heure, et on va créer un document à partir de ce range. Donc le wp-new peut prendre soit rien, c'est-à-dire que ça va créer un document vierge, soit, comme on l'a vu lors de la conversion, un blob KDE pour le transformer en KDE Pro, mais ça peut également prendre un range de KDE Pro pour le transformer en document. Ici, là, j'ai à nouveau un nouveau document qui est créé à partir d'un range d'un autre document. Ensuite, ce qui est fait ici, c'est que on récupère un range dans la zone qui est à côté, donc la zone qui est dans la partie droite, et ce document est vierge pour le moment, donc je prends le range qui est à la fin, que ce soit de la fin à la fin, ou du début au début, ou du début à la fin, c'est évidemment la même chose puisqu'il est vide. Et à cet endroit-là, eh ben, j'insère mon nouveau document. Et donc du coup, ici, dans ma zone W3, j'ai inséré ce que je voulais. Je peux, si je recommence, hein, si je refais un append, à chaque fois que je vais faire un append, je vais rajouter l'élément que j'ai choisi ici. Maintenant, si je veux que l'introduction soit au début, c'est quand même logique que l'introduction soit au début, je peux dire aussi que je la veux au début du document. Donc là, ce n'est plus un append qu'il faut faire, mais un prepend. Mais également, on peut dire, ben voilà, je veux que mon curseur il soit là, et je veux mettre la Patagonie, par exemple, à cet endroit-là. À ce moment-là, je mets la Patagonie à l'endroit de mon curseur. Donc, la Patagonie, elle est arrivée ici. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est la commande wp-new qui peut prendre n'importe quel range pour créer un nouveau document. Ce nouveau document-là, vous pouvez l'insérer avec une serve document à l'intérieur d'une zone KDE Pro, plutôt à l'intérieur d'un range d'une zone KDE Pro. Donc c'est très facile à utiliser et ça va très très vite. Ok, maintenant on va parler de ce qu'on appelait autrefois les zones hors écran, les off-screen areas. Donc ça c'était au bon vieux temps. Il faut savoir que les zones hors écran qui étaient créées avec KDE, en fait, elles avaient beau être hors écran, elles étaient quand même rendues. C'est-à-dire qu'on imaginait quelque part la même zone, mais qui n'était pas représentée. Elle était quand même dessinée dans le vide. Donc ça avait un avantage, c'est qu'on pouvait utiliser la même programmation, que ce soit une zone hors écran ou une zone affichée à l'écran.
L'inconvénient, c'est que même quand c'était hors écran, ça allait pas plus vite que quand c'était à l'écran. Ça, c'est quand même un avantage un inconvénient plutôt qui va disparaître avec KDWrite Pro. Donc, KDWrite Pro, c'est un objet. C'est-à-dire qu'un document KDWrite Pro, c'est pas KDWrite Pro qui est un objet, c'est vraiment les documents KDWrite Pro qui sont des objets. Et donc, ils peuvent être manipulés beaucoup plus facilement et envoyés à des méthodes directement sans passer par des pointeurs, ce genre de choses, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà un exemple de code qui est défini, qui est écrit pour faire du KDWrite Pro. Donc, là, j'ai utilisé une variable qui s'appelle $offScreen, simplement pour rappeler comment ça marchait autrefois, mais là, c'est forcément offscreen. En fait, si on veut résumer, dès qu'on crée un document KDWrite Pro, il est obligatoirement offscreen. Tous les documents KDWrite Pro sont offscreen, sauf ceux qui ne le sont pas. C'est un peu l'inverse de KDWrite. S'ils sont rendus à l'écran, c'est une des caractéristiques. Enfin, on le voit, quoi, mais c'est tout. Mais en fait, ils sont tous du même type. Voilà. Une fois que vous avez créé, la commande wp-new crée un document offscreen. Une fois que vous avez ce document offscreen, vous pouvez définir du texte à l'intérieur de cette zone. Donc, avec la commande wp setText, vous insérez votre texte dans la zone. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer un range sur ce texte. Vous pouvez dire, ben voilà, je crée un range qui va du début du texte jusqu'à la position 400. Vous pouvez également utiliser directement les attributs, certains attributs en tout cas de la zone offscreen, ou de votre document, en fait, qui est .fontFamily, par exemple, dans lequel vous allez définir que tout votre document va être utilisé la police handwriting Dakota. Bon, ok. Vous auriez pu le faire autrement, vous auriez pu faire aussi wp setAttribute de $offscreen, point virgule, wk fontFamily, handwriting Dakota. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Choisissez celle qui vous arrange le mieux. Puis après, il y a des commandes où vous êtes obligé de passer par wp setAttribute, mais qui sont très parlantes, qui vous permettent de faire, par exemple, de fixer la taille de la police, la couleur ou la couleur d'arrière-plan. Alors ça marche par paire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'appeler 3 fois la commande, vous pouvez faire font size 30 points, text color la valeur, background color la valeur. Alors je me suis permis d'ajouter des petits post-it là sur les slides de Achim. En fait, la valeur 65280, je ne sais pas ce que c'est, par contre light blue, je vois bien. Et puis pour le couleur de background, je peux aussi écrire directement dark gray, ça me paraît beaucoup plus parlant que 118 427,40, je ne sais pas ce que c'est. Ça marche, mais ça n'a pas de sens d'utiliser ça, il vaut mieux utiliser une notation façon CSS que KDWrite Pro supporte. Voilà, et si vous voulez l'afficher à l'écran, tout simplement vous avez une zone qui est affichée à l'écran, qui s'appelle WP OnScreen, vous faites un OB copy de offscreen, et ça marche. Donc là ça fera vraiment une copie du document complet. Sinon vous pouvez aussi faire directement WP OnScreen, $offscreen, et vous aurez la même référence dans le on-screen que dans le off-screen. Encore une fois, quand vous faites un objet, quand vous faites mon objet, mon objet, vous ne créez pas un deuxième objet, vous ne dupliquez pas, vous dupliquez la référence. Donc, voilà, maintenant, donc on va voir ce qui se passe quand c'est à l'écran ou quand c'est hors écran. Donc, si c'est à l'écran, on peut utiliser des commandes qui s'appliquent physiquement à l'objet qui est représenté. Donc là, l'exemple, c'est par exemple qu'on peut utiliser une commande qui s'appelle WP setFrame, qui demande à KDWrite Pro d'aller positionner le curseur, on va dire, à l'intérieur du header, donc dans le premier cas, et puis d'aller y insérer une variable qui s'appelle $WP pageNumber. Donc là, dans cet exemple, on a utilisé stInsertExpression, donc en fonction des versions de 4D que vous utiliserez, vous pourrez soit utiliser des anciennes commandes st qui étaient à l'origine destinées au texte stylé dans 4D, qui ont été rendus compatibles avec les zones KDWrite Pro à l'origine. Donc, je rappelle que KDWrite Pro, ça va être quand même de 4DV16, même pour être tout à fait exact, c'est la première preview a été donnée au public et aux utilisateurs 4D avec la dernière version de la dernière release de la V15. Donc ça fait déjà un paquet d'années. Mais elles sont compatibles donc avec les commandes ST. Aujourd'hui, on ferait plutôt un WP insert formula. Mais l'un comme l'autre fonctionne. Voilà. Donc là, on est sur une zone qui est à l'écran. Donc on peut directement dire aller dans l'entête. Et mettre ce qu'on veut dedans. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans une on-screen area, on va dire, avec KDWrite. Maintenant, si on est sur une off-screen area, on n'a plus rien, on n'a plus de rendu à l'écran. Donc on va devoir
programmer un petit peu différemment. Donc on crée un nouveau document avec la commande wp-new. On récupère les sections de ce document, il y en a au moins une. Donc là, je pense qu'il y a une ligne en trop, on est certain qu'il y en a une. Donc on pourrait directement faire getSection de mon document pour aller créer un en-tête dans cette section-là. Les en-têtes sont créées, non pas au niveau des documents, mais au niveau des sections. Il peut y avoir plusieurs sections dans un document, mais il y en a au moins une. Donc elle est créée par défaut dans le wp-new, donc on est sûr qu'elle existe. Donc je crée un header à l'intérieur de cette section, j'utilise un range, je crée un range à l'intérieur de ce header qui va de la fin à la fin ou du début au début, là c'est peu importe, en fait, il vient d'être créé donc il est vide. Et j'insère des expressions à l'intérieur de ce range-là. Voilà, donc, et on rajoute, on peut faire un set text pour rajouter un slash et puis un numéro de page sur le nombre de pages total. Voilà, donc moi je vous conseillerais plutôt de programmer comme ça, parce qu'en fait cette programmation-là marche que la zone soit à l'écran ou pas. Alors que l'autre façon de programmer ne marche que si la zone est à l'écran. Voilà, donc on va voir comment ça fonctionne avec une nouvelle démonstration. Comme on a parlé des zones off-screen, on va voir un peu les différences qu'il y a. Donc là, je vais partir d'une zone on-screen. Cette zone-là, elle existe, elle est représentée ici à côté, et je vais regarder ce que je vais faire avec cette zone. Donc, ma zone existante, je n'ai pas besoin de faire un wp-new, elle est à l'écran, donc elle a déjà été créée. Par contre, ce que je peux faire, c'est me positionner dans le header, donc ça c'est avec la commande wp-setFrame, qui est le pendant de la commande write-pro qui s'appelait wr-setFrame. Et donc je me mets dans le header de la page courante. Voilà. Et dans ce header-là, je rajoute le numéro de page suivi du nombre de pages. Et je fais la même chose dans le footer, je veux dire que je me mets dans le footer. S'il n'y a pas de footer, il va le créer. Et il va insérer la même chose, c'est-à-dire qu'il va insérer le nombre de pages avec un slash suivi du nombre de pages. Voilà. Et ensuite, il va remettre le curseur dans le body, c'est-à-dire dans la partie principale du texte. Voilà, donc il y a un petit print preview qui est fait derrière. Donc voilà ce qui a été fait. Donc, il y a des tables, etc. Il y a plein de choses qui ont été créées. Donc ça c'est fait à l'écran, vous voyez, ici il y a bien mon header et mon footer qui ont été créés, simplement avec la commande wp-setFrame. Donc j'efface tout ça, et maintenant je vais faire la même chose en off-screen. C'est presque la même chose, sauf que c'est un peu différent quand même. Donc, je crée une zone off-screen, et je récupère la première section de ma zone off-screen. Alors je l'appelle off-screen par nostalgie, hein. C'est vraiment juste un wp-new, c'est un document. Donc je crée un header avec la commande wp-new header, donc là il ne va pas se créer tout seul, il faut le créer vraiment par programmation. Je sais qu'il n'existe pas parce que je viens de faire un wp-new, hein, sinon j'aurais pu tester l'existence du header avant de le créer. Je crée un range à l'intérieur de ce header, et j'insère mes expressions à l'intérieur. Je fais la même chose, je crée un footer, j'insère mes expressions à l'intérieur, et puis après je fais tout un autre chose. Je remets dans le body, je crée les tables, etc. Je rajoute des lignes, je rajoute un break, je fais plein de choses, je boucle ici pour ajouter des rows. 15. Voilà, je fixe des attributs à droite à gauche, je fixe du texte, j'insère un break, et bon, je vais plutôt le faire. Voilà, donc je crée par programmation un document avec wp-setAttribute, mais surtout avec des commandes qui sont st-set quelque chose. Voilà. st-insert ou st-set-text. Voilà, donc quand je fais mon print preview, je ne l'ai pas vu. Étrange. Je recommence. Étrange. Preview. Voilà. Donc, je pensais preview qu'il y avait un petit problème. Donc voilà, donc là j'ai bien généré un document que j'ai imprimé. Et à la fin, je vais retracer du coup. Ici, je l'ai montré à l'écran. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais rien eu à l'écran. Je vais faire un clear d'abord, je refais un create, voilà. Et si j'arrête là,
C'est bien ma preview, mais je vais faire un run, j'ai oublié. Clear. Donc on trace. Ici, j'ai définitivement un problème avec preview. Je vais quitter. Stop. Voilà. Donc j'ai bien ma preview qui apparaît. Je la referme. Si j'arrête mon script, ici, j'ai bien rien à l'écran. Donc voilà. Et j'efface à nouveau. Et là, je vais vous montrer donc ce qu'on fait aujourd'hui avec vraiment que du code WP. Donc ça, c'est vraiment, si vous travaillez avec la V18, c'est ça que vous programmerez. Là, vous verrez qu'il n'y a plus aucune commande ST ou quoi que ce soit. Donc la première chose que je fais, c'est donc je fais toujours un WP new. Le WP get section, new header, etc. On les avait déjà vus. Et maintenant, on va faire un WP insert formula. Donc ça, c'est la façon moderne de le faire. WP set text, c'est la façon moderne d'insérer du texte. Insert formula, on l'a vu un petit peu plus haut. On a des WP set text pour ajouter du texte. Insert break. Donc on n'a plus que des commandes WP pour manipuler les commandes. Set attribute, insert break, il y a des new table, etc. Pour un résultat qui est bien entendu identique. Voilà. Donc regardez plutôt ce script-là avant de regarder les autres. Si vous avez la chance de pouvoir utiliser KDV18, utilisez ça. Si vous êtes en 17, R3, R4, R5, ben, vous serez vraisemblablement d'utiliser encore les commandes ST, notamment pour insérer les expressions. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser KDE Pro. Merci et au revoir.